Ah oui. Nous sommes cette fois-ci dans le chœur, ce chœur magnifique avec le magnifique rétable qu'on va pouvoir admirer. Jean-Marc nous le fera voir de près, il est sublime. Ah oui, vraiment. Alors moi, je n'ai pas tellement étudié l'histoire de ce rétable, mais en bois doré, mais vraiment, ça rehausse complètement cette partie de l'église. Et cette abside, donc, qui a été construite un peu après la partie chœur, qui était beaucoup plus courte. Et puis, construit tout récemment un bijou. Bon, tout récemment, pas si récemment que ça, mais à l'échelle de l'histoire. Oui, depuis 1000 ans. Tout à fait, voilà. Donc il s'agit d'un orgue. Finalement, l'édifice n'avait pas d'orgue et c'est assez logique. Petit village, probablement pas très riche. Donc au fil des siècles, eh bien, on n'a aucune trace d'instrument jusqu'à cette initiative de l'association qui s'appelait, puisqu'elle a été dissoute, les Amis de l'orgue de Saint-Victor, qui, avec je dirais, le soutien du père Bouchet, donc encore une fois, a décidé la construction d'un orgue sur fonds propres. Hein. Il n'y a pas eu, ça a été vraiment une souscription des gens qui ont accepté de participer à ce financement. Alors c'est un instrument que l'on va fermer et que je vais ouvrir. Voilà, il est fermé. Regardez. Voilà, Michel s'approche. Il faut être prudent. Très douloureux. Voilà. Et donc, on voit ici une façade assez inattendue puisque certains tuyaux semblent sculptés. On appelle ça des tuyaux guillochés. Et c'est une pratique que l'on retrouve sur des orgues anciennes, notamment en Hollande, et également donc sur des instruments, oui, plutôt du nord de l'Europe. Même si cet instrument n'est pas typiquement de style, je dirais, hollandais ou allemand, puisque à l'écouter, on a plutôt des sonorités qui évoqueraient plutôt le sud, l'Espagne, par exemple. Voilà. Alors, c'est un instrument en chêne. Le buffet est en chêne, qui est entièrement construit selon la tradition, je dirais, des instruments anciens du XVIIe siècle. Voilà. C'est un orgue dans l'esprit, dans la tradition du XVIIe siècle, avec ses volets à claire-voix qui étaient également assez fréquents sur ces petits instruments. On fermait ces instruments, on appelait ça parfois des cabinets d'orgue, et on fermait l'instrument. Sur le plan liturgique, on l'utilisait aussi à certaines périodes et pas à d'autres. Pendant l'Avent, pendant le carême, on fermait les volets, on ne jouait plus l'orgue, pour pouvoir justement le retrouver soit à Pâques, soit à Noël. Alors c'est un instrument qui est exactement calculé aux dimensions de l'endroit où il était prévu, c'est-à-dire dans cette espèce de transept. Donc vous voyez, c'est calculé juste au niveau de la hauteur. Et forcément, c'est un petit instrument, parce que dans un espace comme ça, on ne peut pas installer un instrument de 3 claviers. Donc voilà, c'est un petit orgue de 1 clavier. On va voir que pour autant, il a quelques particularités qui permettent de faire pas mal de choses quand même. Et on voit de chaque côté donc le tirage des différents registres, des différentes sonorités de l'orgue. Il faut dire qu'il a été donc construit par Didier Chanon, qui est un facteur d'orgue installé dans l'Ain, en 1977. Voilà. Alors il y a eu, pendant la construction de cet orgue, un petit instrument de Didier Chanon également, qui avait été placé ici dans cette église pendant sans doute 1 ou 2 ans, je ne me souviens plus exactement. Et lorsque celui-ci est arrivé, eh bien Didier Chanon a repris celui qu'il avait prêté à l'église. Alors pourquoi prêter un orgue alors que pendant des années il n'y en avait pas eu? Bien, une raison toute bête, c'est que depuis plus de 40 ans, cette association des Amis de l'orgue avait entrepris, également d'ailleurs pour financer cet instrument, d'organiser tous les automnes et tous les printemps une saison de concerts mettant en valeur des jeunes talents, souvent du Conservatoire de Lyon ou de Saint-Étienne. Et ces concerts ont été vraiment, dans la durée, un rendez-vous pour les Stéphanois qui voulaient venir dans cet espace magnifique, dans ce village, et profiter d'1 heure de musique
avec une libre participation. C'était le dimanche après-midi. C'était le dimanche après-midi et ça a vraiment très très bien fonctionné, à tel point qu'il y avait besoin d'un petit instrument, même en attendant celui-ci, pour pouvoir accueillir d'autres musiciens qui jouaient avec lui. Donc il y a eu des concerts d'orgue, mais il y a eu aussi des concerts de musique de chambre avec ce petit orgue, et ensuite bien sûr avec celui-ci. Alors, vous allez nous le décrire. Combien de tuyaux là? Parce on voit ceux qui sont devant, mais il y en a plein derrière. Alors, j'ai pas vraiment compté. Il y a à peu près une dizaine de jeux, sachant qu'il y a environ 50 tuyaux par jeu. Oui, c'est respectable. Ça doit faire dans les 500 tuyaux, peut-être un petit peu plus. Voilà. Alors, bien sûr, comme toujours dans un orgue, on ne voit pas tous les tuyaux. Hein. Ceux qui sont devant sont appelés tuyaux de montre, parce qu'on les montre, ils sont devant. Mais si vous regardez bien, derrière, on voit des petits tuyaux. Il y en a qui sont à peu près grands de quelques centimètres. Les plus grands, et c'est là le problème pour un orgue de cette taille, c'est que les plus grands, ils rentrent pas. Donc on est obligé de les couder, de faire de faire preuve pour utiliser l'espace au maximum. Exactement, voilà, exactement. Et puis il y a une petite particularité qu'on regardera peut-être tout à l'heure. Il y a dans cet orgue une petite série de tuyaux qui a été placée derrière l'orgue et qui est placée horizontalement et qui produit un son particulier. Le facteur d'orgue s'est amusé, il s'appelle donc Didier Chanon, il s'est amusé à appeler ce jeu Chanonnade. On appelle ça la Chanonnade, elle est de 8 pieds, hein, c'est-à-dire que le plus grand tuyau est censé mesurer 2,50 m de haut. On chiffre toujours les tuyaux par la hauteur du plus grand, c'est-à-dire le premier ut, le premier do. Et un jeu qui fait par exemple 4 pieds, eh bien ça veut dire que le plus grand tuyau de ce jeu, de cette série de tuyaux, fait 1,25 m, c'est-à-dire 4 pieds. 4 pieds. Voilà. Donc ici, il n'y a qu'un seul jeu de 8 pieds, il n'y a pas la place d'en mettre beaucoup, et j'irais même que les plus grands tuyaux de ce jeu de 8 pieds sont coudés, sont pliés pour pouvoir rentrer dans le buffet. Voilà. Super. Et alors on voit ce clavier, il est très très beau. Oui, alors c'est un clavier qui est en buis, plaqué en buis. Oui, oui. Les feintes sont en ébène, marquetées. Hein, si vous regardez de près, c'est marqueté ici. Il y a une incrustation de bois, et le plaquage du clavier, c'est du buis. Oui, c'est un très très beau clavier qui s'use d'ailleurs, ce qui arrive souvent dans les orgues. Vous voyez, là, il y a une petite usure. Surtout les touches les plus utilisées. Bien sûr. C'est normal. Voilà. Et puis alors, je vois d'ailleurs Chanonnade. Voilà, la fameuse Chanonnade de 8. Alors là vous avez le nom des jeux. Alors peut-être un petit rappel rapide sur ce principe. Donc je vous ai dit le jeu le plus fondamental, celui qui correspond à peu près à la hauteur du piano. C'est un jeu de 8 pieds, octave de 8, c'est ces tuyaux qu'on voit ici, et puis tous ceux plus petits ou plus grands qu'on ne voit pas. Ensuite, il y a une flûte à biberon. Ça aussi, c'est amusant. Alors, c'est tout simplement parce que tout un vocabulaire. Voilà. Ah, mais oui, l'orgue, c'est un vocabulaire. La flûte à biberon, c'est une flûte qui se termine par une sorte de petit tuyau qui est posé sur le plus grand et qui fait penser un petit peu à un biberon. Voilà. Ensuite, je vois une tierce de 1/3/5. Alors ça, c'est une particularité, c'est que c'est un jeu qui ne va pas faire entendre la note habituelle. C'est-à-dire, si vous jouez un do, ça ne joue pas un do. Ça joue un mi. Ça joue une tierce. Ah oui, et c'est fait pour s'harmoniser parfaitement avec un autre jeu. C'est-à-dire tout seul, ça ne présente aucun intérêt. Il faut l'associer à un autre. Exactement pareil pour la quinte de 2 tiers qui va donc donner un son de quinte. Il y a une doublette, ça c'est un jeu comme l'octave de 8 mais en 2 pieds, c'est-à-dire 2 fois plus aigu. Une mixture, ça c'est la caractéristique des orgues, c'est quand on a le côté plein jeu de l'orgue. Vous voyez, quand on entend un orgue dans toute sa majesté, c'est parce qu'on a fait jouer 4 tuyaux à la fois, en plus de tous les autres. Donc ça donne une grande plénitude. Et puis une octave de 4 qui est l'équivalent de 8, mais à l'octave. Voilà. Et alors de l'autre côté, on va voir la même chose. Alors pourquoi avoir 2 fois la même chose? Oui, quand même. Eh bien, tout tout simplement parce que, faute d'avoir 2 claviers, le principe de ces orgues du XVIIe, et on voit beaucoup ça en Espagne, c'est de couper le clavier en 2. Et donc on va avoir la possibilité d'avoir des sonorités particulières sur la basse du clavier, la partie basse, et d'autres sonorités sur la partie aiguë. On va pouvoir tout de suite le montrer. Eh bien écoutez, allez, Michel s'installe, et alors... Par exemple, je tire cette octave de 8, je vais pouvoir jouer dans cette zone du clavier, mais regardez bien, c'est fini. Il faut que vous tiriez de ce côté. Voilà. Et à partir de là j'ai tout. Et il n'y a pas de problème. Alors, l'intérêt particulier, c'est magique, là, ce que vous nous faites, là. Ce qui est
intéressant, c'est d'avoir par exemple un accord ici, voilà, et puis de préparer pour ma main droite quelque chose d'un peu plus sonore, par exemple en mettant 4 jeux. Donc je peux avoir sur le même clavier et vous en avez entendu 2. Vous avez eu l'impression qu'il y avait 2 sonorités différentes. Exactement. Donc, ça explique que dans ce petit espace, avec un seul clavier, vous ayez des registres, des possibilités qui sont quand même impressionnants. Absolument. Et alors, par exemple, un autre effet qui peut être possible, c'est de faire une sorte d'écho. Alors, vous pouvez avoir quelque chose d'assez fourni dans l'aigu. Donc, avec l'octave 4, on peut même mettre l'octave. Voilà. Ici, je vais tricher un petit peu. Commencez pas très bien. Je vais mettre l'octave 4, mais je vais jouer une octave en dessous, donc on va avoir l'impression que ça sera la hauteur du piano. Et regardez par exemple cet effet. Voilà. J'ai 2 claviers, j'ai 2 sonorités fort différentes, et pourtant je reste sur le même clavier. Voilà. Grâce à cette coupure qu'on rencontre pratiquement dans tous les orgues espagnols, et qui est donc une pratique très courante là-bas, moins en France où très vite on a fait des claviers multiples, 2, 3, 4, même 5. Et alors les pieds là, parce que j'ai vu que vous utilisiez aussi. Oui, alors les pieds, c'est exactement, je dirais, c'est un petit pédalier comme on en rencontre sur les autres orgues. La seule particularité, c'est que, regardez ce qui se passe, lorsque j'appuie sur une touche, eh bien, ça tire la touche correspondante du clavier à la main. Ce qui signifie en fait que ce clavier, là encore un terme vocabulaire de l'orgue, on dit qu'il est en tirasse, parce que en fait, il n'a pas de jeu propre, de série de tuyaux propre à lui-même, mais il se contente d'utiliser la partie qui va jusqu'ici, ré, voilà, jusqu'ici du clavier. Donc en fait, je dirais que c'est une rallonge de mes doigts, voilà. Une rallonge de... Par exemple, quand regardez, avant-bras. On voit bien les touches qui descendent toutes seules. Absolument. Alors bien sûr, c'est des sonorités tout à fait particulières, hein, qui sont peut-être différentes des sons qu'on a peut-être l'habitude d'entendre sur d'autres orgues, mais qui caractérisent vraiment cet orgue dans son esprit 17e. Un petit bijou pour les organistes quand même, parce que chaque fois que vous arrivez sur un nouvel instrument, il y a une sorte d'adaptation, peut-être du répertoire, de la manière de jouer, qui fait partie de votre plaisir. Et puis pour les auditeurs aussi, chaque fois c'est différent. Complètement, et c'est peut-être l'une des, je dirais peut-être des qualités premières de l'orgue, c'est qu'il n'y en a pas un pareil. Et donc l'organiste qui va voyager va pouvoir découvrir toutes sortes d'instruments différents, ce qui n'est pas le cas d'un autre instrument comme le piano par exemple, où les pianos se ressemblent quand même beaucoup, même s'ils n'ont pas tous la même couleur exactement. Un orgue comme celui-ci par exemple force à jouer un certain répertoire. On ne peut pas tout jouer sur un orgue comme celui-ci. Et si on se déplace ailleurs, eh bien, on va retrouver d'autres contraintes de répertoire. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que on peut précisément aborder un très large répertoire ancien, je dirais presque des origines de la littérature d'orgue, qui est à peu près autour du Moyen-Âge, enfin 14-15e, fin du Moyen-Âge, et qui va, pour cet instrument-là, jusqu'au XVIIIe siècle. On pourrait jouer certaines pièces du XXe siècle ou XIXe siècle, mais en les adaptant. En trichant un petit peu. Voilà. Mais en revanche, pour toute la musique ancienne, aussi bien, je parlais d'Espagne, mais on peut parler aussi de la musique allemande, de la musique anglaise, de la musique italienne, cet orgue correspond parfaitement à ce dont on a besoin pour cette période qui est la période de la Renaissance et du baroque. Alors, j'ai pas cité la musique allemande, et c'est pas un hasard, c'est parce que, dominé bien sûr, on le sait, par Jean-Sébastien Bach, parce que jouer de la musique de Bach ici, c'est
possible pour certaines pièces, mais malheureusement, le pédalier, avec ses limites, nous contraindrait beaucoup trop. Voilà. Mais alors, ce qui est formidable aussi, c'est que cette musique, quand on y réfléchit, la littérature d'orgue, vous savez, on voit toujours l'organiste, il joue avec ses pieds, avec ses mains, il a 3-4 claviers. Il faut savoir que pratiquement 70 et peut-être plus de 70% de la musique pour orgue est sans pédalier, le pédalier n'apparaît que dans une partie de la littérature d'orgue. Donc ici, on n'est pas très ennuyé, même avec un pédalier modeste comme celui-ci, pour jouer une quantité de pièces. Alors, on va terminer cette visite et on est vraiment des privilégiés, ma chère de la voix qui tremble, parce que c'est exceptionnel ce que vous venez de nous partager. Eh bien, on va vous écouter. On va se retirer tout doucement sur la pointe des pieds et vous regardez. Alors, je fais preuve vraiment de très grand mauvais esprit parce que c'est dommage que vous soyez caché, mais c'est inévitable. Oui, tout à fait. Oui. Ben, c'est en fait une contrainte mécanique. Hein. Il faut savoir que si on pouvait rentrer dedans, bon, il n'y a pas beaucoup de place, donc c'est pas très très intéressant de rentrer dans cet orgue, mais on serait obligé de se contorsionner. Oui. Mais l'intérêt, c'est que entre la touche de l'orgue et la base du tuyau, où il y a une sorte de petite soupape qui s'ouvre pour laisser passer de l'air. N'oublions pas que l'orgue est un instrument à air, à vent. Eh bien, et tout est électrique, là, bien sûr. Il n'y a rien d'électrique là-dedans. Rien d'électrique. La soufflerie. La soufflerie est voilà. Il y a une alimentation de l'air qui est faite par un petit ventilateur, qui est une sorte de contraire d'un aspirateur, et c'est tout. Tout le reste est entièrement mécanique, et justement, cette petite soupape qui s'ouvre, commandée par la touche, plus le trajet entre la soupape et la touche est court, et mieux on a une fiabilité de l'appareil. Bien sûr. Et c'est pour ça que très souvent les claviers sont dans ce sens, parce que si le clavier était retourné, il faudrait toute une mécanique qui passe sous l'organiste pour aller commander la touche. Ou alors un système électrique. C'est ce qu'on rencontre dans beaucoup d'orgues à Saint-Étienne. Mais là, vous êtes la touche et le son qui sort instantanément. On est vraiment en direct. Voilà, on est très très proche du son ici. Alors j'ai parlé tout à l'heure d'un petit jeu, je ne sais pas si on peut y aller avec la caméra, mais il y a quelque chose d'amusant. Attention la tête. Oui, puisque c'est du chêne, vous nous l'avez dit, et François a eu des malheurs là. Hein. Alors voilà, je vais enlever le petit cache-poussière, et je ne sais pas si la caméra pourra voir, il y a des tuyaux dans cette petite boîte, et je vais vous les faire entendre. Ah, oh, génial. Magique, et alors là, on les a parfaitement vus. Voilà, et alors ils sont placés derrière l'orgue, hein, on est à l'arrière du buffet de l'orgue. À noter aussi que ce buffet de l'orgue est très étroit, ça aussi c'est la grande tradition du XVIIe, il fait moins d'1 mètre, et c'est quelque chose qui a beaucoup changé après, parce qu'au XIXe siècle, on a fait des ongles en profondeur, avec des plans sonores qui se succédaient dans la profondeur de l'orgue. Ici, tout rentre, tout l'orgue est inscrit dans une épaisseur de 1 mètre, à peu près, un peu moins d'1 mètre. Voilà. Impressionnant. Allez, maintenant, Michel, vous allez vous installer. Attention aussi au buffet. Et vous allez donc nous... Bon, on peut jouer, je vais jouer peut-être que le début de ce tiento. Un tiento, c'est une pièce un peu sans titre, de Antonio de Cabezón, qui était un musicien espagnol de la fin de la Renaissance, début baroque. Un musicien donc qui jouait des instruments à peu près de cette dimension-là. Un voyage magnifique dans le temps.
à la main. Et c'est un très beau recueil qu'a réalisé Francis Chaplet, qui est un grand organiste français, qui a énormément contribué à faire connaître les orgues espagnols et à en restaurer certains, d'ailleurs en Espagne, mais aussi en Amérique du Sud, puisque l'Amérique du Sud est très très riche d'orgues espagnols. Alors c'est un volume absolument magnifique, tout écrit à la main avec des pièces, un recueil de pièces très très complet sur la musique espagnole, et superbement illustré parce que Francis Chaplet il est aussi un magnifique illustrateur. Vous voyez, il y a des dessins comme ça qui sont faits par lui, des photos bien sûr aussi. Ça, c'est pas une photo, hein, c'est une gravure. Et c'est une peinture en fait de son père, Roger Chaplet, qui est aussi peintre, un ancien peintre de la marine. Voilà, un très beau recueil. Ouais. Qui sonne, les pièces sonnent ici très très bien. Voilà, bah écoutez, merci Michel, merci Jean-Marc pour la réalisation technique. Et puis, on est arrivé tôt ce matin pour enregistrer un certain nombre d'émissions. Et puis, bien, l'église, comme toujours, des personnes passent, s'assoient, en profitent. C'est ça aussi Saint-Victor. Merci.